ça. Ça marche aussi comme ça. Un peu joli. Change de référence. Ça marche aussi comme ça. J'ai fait la même chose. Sois bon, Johnny Be Good. Joining avec Zweig et Rossi, dont je vais finir de parler dans la demi-heure qui me reste, et puis vous allez vivre une expérience. Je vais pas la faire en faisant venir des gens devant. Les personnes dans la salle, je vous invite à le faire. Ceux qui vivront quelque chose parce qu'ils ont à ce moment-là, je sais pas, ils ont une idée, ils en profitent pour régler un truc ou pour révisiter un truc, ça sera bien. Les autres, au moins, vous expérimenterez une chose qui est très facile à faire, à refaire et surtout à faire faire. Le coup du micro, est-ce que ça va comme ça? Et comme ça va aussi? Et si je le mets comme ça? Oui, si je le mets comme ça. Ça reste un micro, ça reste ma voix qui est amplifiée. C'est une petite anecdote que Zweig aime beaucoup raconter. Quand il était jeune psychologue, lui, il n'a travaillé que les toutes dernières années de la vie d'Erikson, il a collaboré avec lui. Et puis, pour faire psychologue, il avait la veste à carreaux avec les ronds de cuir ici, le machin, il s'était laissé pousser un peu la barbe. C'était d'époque, hein, années 75-80. Et puis, il s'était mis à la pipe pour asseoir un peu plus le personnage, pour faire un peu plus psy et tout. Et puis, le jour où il était venu, où Erikson l'avait surpris avec sa pipe fumante à la bouche, il raconte volontiers cette anecdote. Erikson, qui était un rusé, qui adorait joker aussi, il est arrivé en face de lui, il a dit « Attends, est-ce que tu as conscience là, de ce que tu es en train de faire? Ta pipe, quand tu fumes, tu as tendance à la mettre plutôt dans le coin gauche ou dans le coin droit de ta bouche? Au milieu ?» Bizarre qui était là, j'en sais rien, je commence à réfléchir. Je la mets où? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, Erikson dit, en fait, avant ça, tu allumais ta pipe. Tu te souviens, si tu tiens la pipe dans la main droite et tu l'allumes, tu allumes le briquet de la main gauche, ou si c'est l'inverse et tu allumes le briquet avec la main droite? Et quand tu remplis le tabac, tu tiens la pipe à gauche, tu mets le tabac avec la main droite si tu es droitier, ou bien tu tiens la pipe à droite pour l'assurer, puis tu mets le tabac avec la main gauche. Et puis quand tu craches la fumée, tu as tendance plutôt à la faire sortir à droite, à gauche ou au milieu? Il a tellement morcelé le pattern fumé chez Zweig, et Zweig le dit volontiers, je pense qu'il a légendarisé cette anecdote. Il dit, en fait, il a été absolument dégoûté, il a posé sa pipe, c'était tellement compliqué d'essayer de conscientiser son acte de fumer qu'il a préféré arrêter de fumer. Je trouve assez parlant aussi, c'est une question de fractionnement, ça revient quand même assez souvent. À Palo Alto, ils disent souvent, quand vous voulez manger un éléphant, ça sera un morceau après l'autre, pas autrement. Il y a plein d'anecdotes comme ça pour montrer à quel niveau on travaille quand il y a des routines, dit toujours plus de la même chose, ça va quand même assez bien en fractionnant. Là où les gens qui envisagent de changer quelque chose, mais ça se dresse devant eux tel une montagne, j'y arriverai jamais. Non, un petit caillou après l'autre, on fait essayer. Donc, petite anecdote comme ça, petit clin d'œil, puisqu'on reste toujours chez Erikson, et on va passer chez Rossi. Alors, de but en blanc, on va retourner dans ce qui est perceptif sensoriel. Il est question de polarité. Des recherches ont montré que, en travaillant sur les antagonismes musculaires, c'est-à-dire qu'on a deux bras, deux mains, on peut faire en sorte que les deux bras montent, que les deux bras descendent, que l'un monte et que l'autre descende, ou vice-versa. On peut le faire consciemment, on peut ensuite l'induire pour que ça se passe pendant la transe. Ça sera donc une lévitation inverse, une catalepsie du bras quand ça s'arrête et que ça ne bouge plus. Donc si vous avez visionné des vidéos d'Erikson, si vous avez vraiment travaillé en base ericksonienne, la lévitation du bras, c'est un paquebot de croisière. La catalepsie aussi. Donc il faut savoir en faire, il faut en faire plein, etc. Rossi continue à travailler avec ça. Et puis on s'est rendu compte que quand on fait travailler ces antagonismes-là, il se passe des choses un peu particulières au niveau du cerveau, ce que d'aucuns appelleront une sorte d'harmonisation interhémisphérique. Allez savoir, c'est presque mystérieux de parler comme ça, il y a des recherches sur ça, on peut plonger là-dedans, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre des choses qui sont validées par la neurologie, qui sont validées physiologiquement, dont on sait exactement suivre le circuit, le cheminement à l'intérieur du corps, mais qu'on puisse ensuite les assortir à une expérience plus subjective liée au vécu de l'individu pendant sa transe hypnotique. Tout ça pour dire quoi? Chez Rossi, un des moteurs principaux, c'est effet observé, effet désiré, effet observé, effet désiré, effet observé, effet désiré. C'est basé sur la ratification. Lorsque vous accompagnez une personne qui rentre en transe,
vous aurez les signes indicateurs de transe. Olivier en a parlé, on a évoqué certains. Lissage des muscles du visage, affaissement du tonus musculaire des épaules, parfois la bouche qui s'entrouvre. Alors on n'en est pas aux yeux tout blancs avec le filet de bave, ça c'est plutôt déjà du vaudou, ça. Mais bon, il y a quand même des choses parfois qui sont surprenantes. Ça. Mais il y a des signes avérés. Il y en a tout un catalogue, on en prend quelques-uns. Il y a un changement d'amplitude respiratoire, il y a des mouvements oculaires parfois rapides, il y a des déglutitions sonores. Il paraîtrait en moyenne qu'on déglutit 1,5 litre, 1,6 litre de salive par jour, autoproduite. Normalement, personne n'entend rien. On ne s'entend jamais vraiment déglutir. Mais curieusement, quand vous faites de l'hypnose et que votre sujet commence à contacter quelque chose d'un peu émotionnel dans son travail, c'est glou. Ou alors quand vous suggérez des étapes de progression dans la transe, vu que c'est quand même relativement silencieux alentour, ça fait un bruit incroyable. Donc ça, c'est un signe aussi, la déglutition sonore. Après, il y a des signes plus subtils. On voit un changement du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque. Si les gens ont encore les jambes croisées, on observe ça au niveau du mouvement du pied. On peut observer du côté carotidien, jugulaire. Si la personne garde les yeux ouverts, on a jusqu'à des dilatations pupillaires, ou l'inverse, il faut savoir. On a des tas de signes comme ça, mais on retient quand même assez généralement relâchement musculaire, changement d'amplitude respiratoire, déglutition sonore. Et puis ça nous va déjà bien. Changement de coloration de la peau aussi, parfois. Les gens pâlissent ou rougissent, selon. Parce qu'à l'intérieur, tout d'un coup, la personne se retrouve dans une zone où elle contacte ses états internes et ils fluctuent. Et selon ce que vous suggérez, ou selon ce que la personne connecte à ce moment-là, si vous perdez un peu le contact radio, genre allô, allô, et puis on ne vous répond plus sur le plan verbal, eh bien vous allez piloter. C'est comme pour les gens qui ont fait du pilotage. On a IFR ou VFR, Visual Flying Rules. On pilote à vue, on a le droit de voler que quand il fait beau et quand il fait jour. Quand vous faites votre qualification IFR, vous pouvez voler de nuit par mauvais temps, parce que vous êtes en Instrumental Flying Rules et vous volez aux instruments. Donc l'hypnose, c'est un peu ça. On a des signes indicateurs, on est en VFR, et puis tout d'un coup, après, il n'y a plus de communication. On se rend compte que la personne, ça la dérange de parler. Ça la réveille. Mais comme vous le disiez Olivier, attends, la personne elle dort pas, c'est pas de fais dodo, non. La personne est là, on peut l'interpeller, elle peut réagir, elle a les yeux ouverts, elle peut rire, mais elle est en hypnose. Mais la grande tendance, c'est quand même à un moment donné quelqu'un qui est bien profond, bien affaissé et tout, et on est en économie d'énergie, économie de parole, économie de mouvement, économie d'énergie. Si j'avais maintenant moi aussi encore 2-3 heures devant moi, j'aurais bien volontiers pris quelqu'un et puis montrer toutes ces choses dont je suis en train de parler. Je le fais assez souvent, mais ici je ne vais pas avoir le temps de le faire, je vais vous le proposer en groupal. Mais on a toutes ces choses-là qui nous permettent de garder le contact, mais comme on n'est pas sûr de ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il n'y a que le patient qui est en train de vivre quelque chose, et comme il ne le nomme pas, on est dans l'hypothèse, au moins on valide. Et il y a cette main qui semble vouloir maintenant monter d'un cran. Et puis il y a cette autre main qui semble vouloir se poser. Et il y a cette déglutition, comme d'avaler maintenant ce qui se passe, d'avaler quelque chose, de marquer une étape de progression. On observe un signe et on lui donne éventuellement la signification qu'on aimerait que ça ait. Donc c'est le tricotin, effet observé, effet désiré, effet observé, effet désiré. Et quand vous lisez Psychobiologie de la guérison, la communication corps-esprit au service de la santé, Ernest Rossi, un de ses maîtres ouvrages qui a évolué maintenant en génomie psychosociale, c'est assez neurologique encore, ça commence à avoir un certain âge, la neurologie a fait beaucoup de progrès, donc il y a des choses qui sont obsolètes maintenant, mais le cœur de l'histoire y est toujours. Vous vous rendez compte que dans ce bouquin, il y a des guides thérapeutiques, numéro 3, 4, 5, 6, 7, dit de Rossi. C'est un samouraï, c'est du zen. 3 questions toutes les 5 minutes et il laisse le patient progresser dans sa transe. C'est un minimaliste de la suggestion. Là où vous avez vu ce qu'est la saturation psychique, là où les hypnotiseurs de spectacle sont dans la saturation et vous vous sentez de plus en plus lourd et de plus en plus tendu, vous allez basculer en arrière et vous n'entendez plus que ma voix et vous sentez vos paupières qui se ferment et vous n'allez plus pouvoir dire. C'est un peu les marchands de bétail au Texas qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent, mais tout le monde comprend et tout le monde achète des bœufs. Je ne sais pas comment ça se passe, il y a un code, je pense. Chez Rossi, c'est vraiment
Et pendant que ce bras semble vouloir redescendre, et pendant que ce bras redescend, allez-vous laisser remonter à votre esprit tous les souvenirs, toutes les sensations, toutes les informations qui sont liées au problème et que vous allez commencer à pouvoir dépasser? Vous relisez cette question, vous vous dites, c'est quand même vraiment bien construit. Les guides thérapeutiques de Rossi, on peut presque les prendre telles quelles et les utiliser en séance. Parce qu'il part sur quelque chose qui est avéré. La personne va fermer les paupières, ou la personne va déglutir, la personne va inspirer, va expirer. On voit que le bras est en train de vouloir redescendre, ou on voit que le bras est en train de rentrer en lévitation. C'est avéré. Et il scotche à quelque chose qui est avéré, quelque chose qu'il aimerait voir se produire. Donc il crée, c'est une suggestion quasi incontournable, parce que si la personne laisse faire ce qui est en train de se faire, automatiquement va se déclencher ce que Rossi a prétendument questionné, mais qu'il a en fait suggéré. Une des plus classiques, c'est quand on travaille sur les antagonismes, main gauche, main droite, quand on a une personne qui relativement statique, inerte, qui veut résister, qui dit non, moi on ne peut pas m'hypnotiser, puis moi j'ai pas très envie vraiment qu'on m'hypnotise, mais je viens quand même vous voir pour faire un peu d'hypnose. Des questions aussi simples que celles que vous trouvez dans les ouvrages de Jacques-Antoine Malarevitch ou d'autres. Il existe tellement de bouquins sur l'hypnose maintenant, la plupart reprennent les mêmes scripts. La personne est posée, vous lui dites de mettre les mains bien à plat sur les cuisses, d'observer ses mains, donc focalisation, absorption, début de dissociation, si vous suggérez. Vous dites à cette personne, ça s'appelle un choix illusoire. À votre avis, laquelle de ces deux mains va bouger la première? Donc pour les personnes qui ont fait de l'hypnose déjà, qui l'ont vécu, qui l'ont pratiqué, qui l'ont appris, c'est un des grands classiques. Vous le faites avec les 5 doigts d'une main. Observez votre main. Lequel de ces 5 doigts va tressailler le premier? Alors soit c'est assez immédiat, soit au bout d'un moment, la personne va halluciner un doigt qui bouge. Mais il y aura automatiquement quelque chose. Alors comme je le disais aussi tout à l'heure, si ça ne marche pas, on n'insiste pas. On n'est pas là pour faire un bras de fer avec le client. Si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose, c'est pas grave. Peut-être que l'autre main, pendant ce temps, on va bouger, mais alors les 5 doigts en même temps. Gardez toujours une vision assez périphérique pour capter des signes indicateurs de transe. Donc ces questions de choix illusoires, on provoque quelque chose, et la ruse que Rossi a beaucoup développée, c'est d'avoir suggéré que quelque chose d'autre se passera quand il se passera obligatoirement quelque chose. Ça revient assez souvent, vous le verrez dans les guides thérapeutiques de Rossi, si vous ne les avez pas encore lus. Et cela étant, le travail avec les mains chez lui est quasi systématique. Lorsqu'une personne, prenons quelque chose de très simple, et c'est l'expérience vers laquelle je me propose de vous amener, une question récurrente. Alors, le but n'est pas d'obtenir une réponse immédiate à la question, mais une question qui taraude, une question qui harcèle, une question qui revient tout le temps. Ça peut être une vieille hésitation, un problème de choix, en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose, ou s'apporter enfin soi-même une vraie réponse à soi-même après l'avoir cherché pendant des années auprès des autres. C'est une technique qui est très souvent appliquée pour installer les gens déjà dans une certaine autonomie et dans un certain dialogue avec leur inconscient. J'aurais volontiers fait un swan, parce que ça, je trouve que c'est juste génial. Vous avez une personne qui est là, qui a l'air vigile, qui vous écoute, qui sourit, etc. Et puis sa main, tout d'un coup, on fait une transfractionnée avec le bras, il n'y a que la main, transpartielle, pardon. Il n'y a que le bras ou la main qui est en transe. Et puis on suggère simplement que petit à petit, on appelle ça swan parce que ça ressemble à un col de cygne, à la tête d'un cygne. Et puis la main se tourne, on suggère petit à petit qu'elle se dirige vers le visage. Et puis un doigt, peut-être, va prendre le lead. Et puis ça, c'est typiquement ce que fait Rossi. Et au moment où le doigt rentrera en contact avec le front, avec le nez, avec la bouche, avec la joue, là où il semble que le doigt se dirige, au moment où le doigt rentrera en contact avec une partie du visage, allez-vous recevoir immédiatement la réponse qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans votre résolution de problème. Bam! Ça, c'est typique de ce qu'enseigne Rossi. Et à force de l'expérimenter, ça crée des insights qui sont quand même assez spectaculaires. Simple, soft, minimaliste. Les scripts de Rossi, je les recommande vraiment vivement. Les uns sont à des fins de régénération ultradienne, les autres, quand vous avez besoin d'installer un signaling, par exemple. Quand vous vous apprêtez à faire une hypnose un petit peu plus longue ou que vous allez revoir cette personne, il est bon d'installer un signaling. Alors, soit il est naturel, la personne manifeste elle-même un tressaillement, un mouvement de tête, quelque chose qui signe qu'à l'intérieur, quand vous vous suggérez, quand vous demandez, vous avez une réponse, ou alors on l'installe
On dit ok, vous choisissez la gauche ou la droite, quelle main me dira oui, quelle main me dira non? Quel doigt de la main me dira oui, quel doigt me dira non? Donc la personne décide, l'installe, et vous utilisez ça ensuite pour avancer dans l'accompagnement en transe. Donc pour ce faire, on est donc sur une sorte de... C'est un travail perceptif sensoriel. On part du principe sans essayer de... On n'a pas de mandat. Donc si je ne prends pas quelqu'un ici qui vient me dire voilà, moi mon souci c'est plutôt ça, ma question c'est plutôt ça, je ne sais pas. Une assistance aussi dense, il y a autant de questions et autant de recherches de réponses qu'il y a de participantes et participants, donc il faut généraliser un peu la chose. Je me souviens, je vois Shamsi était là quand j'avais fait venir Rossi à Genève, et puis Rossi vous l'a fait faire en groupe, j'ai encore je crois des photos de toute une assistance dans la salle, avec les mains, les paumes tournées vers le haut, les mains levées, et puis Rossi qui induisait je ne sais plus trop quoi, après avoir fait une démo avec un jeune homme sur le podium. Donc on est sur simplement déjà sentir qu'on a la possibilité d'accueillir deux polarités différentes. Je vous donne la trame de l'exercice. Allons carrément plus loin, soyons courageux, ce sont des professionnels devant moi, ce sont des gens qui ont travaillé sur eux, ce sont des gens qui savent aussi mettre eux-mêmes les fusibles nécessaires pour que ça n'aille pas là où ils n'ont pas envie d'aller. Si vous avez fait du ski, vous savez très bien quand il y a un sapin sur 20 km² de poudreuse, si vous regardez le sapin, vous finissez perché dedans. Alors que si vous regardez à côté du sapin, vous passez à côté. Donc en hypnose, c'est un peu la même chose. Ne regardez que là où vous voulez aller, ne regardez pas où vous ne voulez pas aller. Donc je ne peux pas mettre plus de fusibles que ça, mais soyons un peu courageux. Essayez de trouver, pour faire rapidement cette expérience que je vais vous proposer de faire, essayez de trouver un tiraillement. C'est-à-dire quelque chose qu'il y a dans votre existence actuelle où vous aimeriez bien faire une chose, mais il y a cette autre instance en vous qui vous fait toujours faire le contraire, ou qui repousse, ou qui a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Si vous trouvez ça en stock encore, c'est très très bien. Ou sinon, simplement un choix. C'est-à-dire, voilà, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais arriver à ça, voilà un de mes objectifs. Mais je pourrais le faire de cette manière, mais je pourrais aussi le faire de cette manière-là. Et j'hésite. Et plus j'hésite, et moins je le fais. Et moins je le fais, plus je me frustre. Et ainsi de suite. Travaillons sur une hésitation ou sur un tiraillement. Et pour ce faire, j'aimerais bien le faire, je ne sais pas comment je pourrais faire ça, le faire avec vous, vous montrer et tout, mais bon, je vais garder le micro dans la main. Pour ce faire, vous posez vos affaires, vous vous mettez, à cette heure-ci, je pense que le confort va venir, non mais ça va. Je peux ne pas me synchroniser jusque-là avec le groupe. C'est très sympa, merci. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous ne faites rien d'autre que votre corps vous propose. Relâché, détendu. Il y a la fatigue, là, maintenant, de milieu d'après-midi, tendance fin d'après-midi. La position, si vous le faites faire à des gens, c'est le plus naturellement possible, les deux mains posées sur les cuisses, paume vers le haut. Alors quand on parle de lévitation, généralement ce qu'on induit, c'est que les deux mains flottent un petit peu en l'air, parce que ça rajoute en plus quelque chose de l'ordre de la balance. Et là on est vraiment sur les antagonismes musculaires. Donc je ne peux pas prendre le temps d'induire combien 89, 90, 100 lévitation des bras, ça c'est un peu long, mais mettez-les autant que faire se peut en position de confort, paume vers le haut. Et maintenant, de façon très simple. Allez-vous, au fur et à mesure que vous vous concentrez d'abord simplement sur la position des mains, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, c'est vous qui décidez si vous êtes plus en lien avec ce qui se passe avec les paupières ouvertes ou avec les paupières fermées. Vous avez beaucoup de choix, vous avez beaucoup de liberté, mais pendant que vous laissez les mains se positionner de cette manière, amusez-vous peut-être à sentir que ce n'est pas systématiquement uniformisé. Peut-être que l'une des deux mains est plus détendue que l'autre. Peut-être qu'une des mains est plus chaude, l'autre est plus fraîche. Peut-être qu'il y a plus de picotement dans la paume d'une main ou plus de picotement dans l'autre paume. Peut-être qu'une des deux mains a plus de plaisir à tenir en l'air, l'autre a un petit peu plus de tonus pour pouvoir le faire. Accueillez juste tel que les choses viennent, ce que le corps crée maintenant comme interaction avec l'inconscient, avec votre fonction inconsciente. Prêtez vos mains à l'inconscient pour pouvoir vivre une expérience.
Lorsque les deux mains sont telles qu'elles sont, il se peut aussi que vous ayez une sensation identique des deux côtés. C'est très bien aussi. Le but n'est pas d'harmoniser les sensations, c'est d'accueillir des différences s'il y en a, ou d'accueillir ce qui est comme c'est. Ce que je vous propose, c'est maintenant de laisser sortir pendant quelques minutes la partie responsable d'un de vos comportements, d'une de vos attitudes, d'un de vos questionnements. Quand vous êtes la personne qui voudrait quelque chose, ou quand vous êtes la personne qui n'arrive pas à aller vers ce qu'elle voudrait. Vous laissez descendre une partie d'un côté, vous la laissez sortir de votre esprit, glisser le long du bras, s'installer dans la paume de la main, et selon qui sort en premier, comme ce matin avec la grosse encyclopédie et de l'autre côté les petits ballons, il y a peut-être quelque chose qui se manifeste au niveau de la main, quand vous accueillez cette première instance qui sort de vous. Et de l'autre côté va s'installer l'autre. Il y a la personne que vous êtes quand elle veut manger un petit peu plus de salade que de fondue. Et puis il y a l'autre partie qui se retrouve à cuisiner systématiquement de la fondue, là où elle aurait dû manger une salade. Ça, c'est vraiment trivial, mais prenez des choses qui vous interpellent un petit peu plus, des hésitations que vous connaissez, qui sont là depuis un moment, et vous aimeriez juste y travailler. Donc il y a maintenant dans une main une partie de vous qui a raison, qui voudrait bien vous faire faire quelque chose, et il y a de l'autre côté une autre partie qui est toujours vous, mais qui vous fait faire autre chose, ou qui invoque autre chose. Les deux ne s'entendent pas toujours, les deux ne sont pas toujours accordés, les deux sont parfois en antagonisme, voire en conflit, et vous savez que vous en pâtissez. Donc au milieu, entre les deux mains, il y a vous qui pilotez cette expérience, vous êtes dans un rôle là-haut de médiation, bien au centre, entre les deux hémisphères, il y a une zone, quelque chose qui est bien au centre du cerveau, bien au centre de la tête, bien au centre de l'esprit par extension. C'est juste un point d'équilibre, vous êtes là, vous êtes sur la chaise de l'arbitre, puis vous voyez est-ce que cette expérience se passe bien, vous veillez est-ce qu'il y a un dialogue entre les deux. Si par exemple d'un côté vous avez une main qui est plus chaude, de l'autre côté un peu plus froide, un peu plus fraîche, peut-être pouvez-vous juste expérimenter le fait de proposer de passer un peu plus de chaleur du côté qui est frais, ou de passer un petit peu de fraîcheur du côté qui est chaud. S'il y en a une qui semble peser un peu plus lourd et l'autre semble être un peu plus légère, peut-être pourriez-vous essayer de transférer un petit peu de lourdeur à celle qui est légère et un peu de légèreté à celle qui est lourde. S'il y en a une qui a tendance à descendre et l'autre qui a tendance à monter, peut-être pouvez-vous juste proposer à celle qui descend de remonter un peu et à celle qui monte de redescendre un peu. Et entre les deux mains, il se passe quelque chose, un peu comme les deux doigts d'Olivier ce matin, les deux index qui s'attiraient ou pas. Il y a comme quelque chose maintenant qui pousserait ces deux parties à se regarder d'un peu plus près. Allez-vous sentir peut-être l'envie des deux mains de se rapprocher un peu, juste pour que ce qui s'y trouve se découvre un peu plus, rentre un petit peu plus en dialogue, un peu plus en collaboration? Sentez-vous la faculté qu'ont les deux mains de se rapprocher ou non? À vous d'en tirer quelque chose, une conclusion, d'en tirer une information. Si vous sentez que naturellement ces deux mains se rapprochent, comme ça se produit chez certaines personnes en ce moment, juste laissez faire, et au fur et à mesure que les deux mains se rapprochent, ou peut-être pensez-vous juste à les laisser se rapprocher sans qu'elles le fassent vraiment physiquement, ça n'a pas d'importance, peut-être pensez-vous juste qu'elles se rapprochent, peut-être encouragez-vous les mains à se rapprocher, si vous sentez que c'est judicieux, que c'est le moment et que rien ne s'y oppose, laissez juste les deux mains se rapprocher. Et quand les deux mains se rapprochent, allez-vous juste laisser ces deux parties qui étaient antagonistes commencer à se tendre la main, commencer à se réunir, commencer à envisager de collaborer, de se donner chacune la bonne raison qu'elle avait de tirer toujours chacune de son côté, pour entrer dans quelque chose qui serait certainement très très inconscient d'abord, mais qui serait plus de l'ordre de la collaboration. Vous, là-haut, sur votre chaise d'arbitre, dans votre rôle de médiation, envoyez juste des intentions de
réconciliation, des intentions de collaboration, des intentions de fin de conflit interne, si ça a été jusque-là. Vous veillez à ce que ces deux instances qui sont vous, autant l'une que l'autre, finissent d'être antagonistes pour redevenir protagonistes. Elles sont les mêmes, chacune avait simplement une autre raison de s'y prendre de la manière dont elle s'y prenait pour votre bien. Mais vous ne vous en rendiez pas compte. Donc les deux rentrent en collaboration, les deux, si elles commencent à rentrer en contact, si elles sont déjà en contact, si elles se touchent, laissez juste le corps et l'inconscient décider de la meilleure manière d'utiliser maintenant cette réconciliation, cette réintégration. Prenez le temps, ça se fait parfois par cran, ça se fait parfois par saccade, ça se fait parfois tout doucement. Vous pouvez décider consciemment de l'accélérer si vous sentez que c'est une bonne chose. Vous pouvez l'accompagner consciemment. L'essentiel étant qu'au moment où les mains se touchent, lorsque les mains se sont touchées, s'est produit quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui change, que vous en soyez conscient ou pas, ça n'a aucune importance. Les mains se touchent, les mains se réunissent. Et c'est quelque chose de très important, de très précieux pour les personnes qui sont en train de le vivre, de le réaliser. Juste laisser faire. Vous avez prêté vos mains à l'inconscient est en train d'utiliser vos mains. Il se passe quelque chose, et lorsque les deux mains sont ainsi réunies, accueillez juste ce que votre esprit peut conclure de ça, peut créer de ça. Pour les personnes qui vivent encore pour l'instant les mains en position identique, position de départ, pas encore réunies ou pas réunies cette fois-ci, gardez juste à l'esprit qu'une passerelle peut s'établir entre les deux. Vous pouvez imaginer, vous pouvez simplement proposer qu'entre les deux, il y a ce dialogue qui représente déjà quelque chose, une passerelle, une première étape de fin de conflit interne. Et quoi qu'il se soit passé entre les mains, quoi que vous ayez déjà réussi à atteindre, au moment où vous sentez que cette expérience a apporté ce qu'elle est censée vous apporter, allez-vous ensuite décider de quelle manière vous allez réintégrer ce que vous avez momentanément fait jouer à l'extérieur et juste accompagner le mouvement des mains, des bras, pour poser à l'endroit que vous allez choisir, poser le fruit de cette expérience quelque part, là où vous pensez que vous allez l'ancrer pour pouvoir y revenir, si vous le décidez, l'ancrer de manière à ce que vous puissiez le ressentir, et peut-être que lorsque vous serez à nouveau dans la perception, plus tard, dans les jours qui viennent, dans la perception de ce qui reste de cet ancien antagonisme, de cet ancien tiraillement, de cette ancienne hésitation, peut-être que de simplement reposer les mains, remettre les mains dans la même position que celle que vous allez ancrer, vous allez peut-être pouvoir réactiver quelque chose pour avancer encore un peu plus vers la fin de cette hésitation, de ce tiraillement, de ce conflit interne. Pour que vous puissiez aussi m'entendre conclure sur la grande ouverture vers l'auto-hypnose, parce que si l'on pratique l'hypnose selon les préceptes d'Erickson et de tous les suivants, on sait aussi qu'on aide une personne à vivre une expérience pour qu'elle puisse reproduire cette expérience. Et croyez-moi, lorsque vous êtes accompagné à vivre une expérience d'hypnose, il est vivement recommandé d'ancrer quelque chose, de se remettre en situation en toute sécurité. N'oubliez jamais de vous mettre dans une zone sûre dans laquelle il ne peut vous arriver que des choses positives et agréables, pas de régression spontanée, pas de distorsion. Vous êtes maître du temps, vous êtes maître de ce qui se passe, vous pouvez ouvrir les yeux et interrompre l'expérience à tout moment. Et lorsque vous avez ancré quelque chose qui vous semble signifiant, que vous avez envie de continuer ou de réactiver cet ancrage, prenez bien soin d'enregistrer